Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE, sur TV5 Monde. Michel Stanjovski, bienvenue à vous. Vous êtes illustratrice, vous enseignez la bande dessinée à l'Académie libanaise des Beaux-Arts à Beyrouth. Vous arrivez tout juste d'ailleurs de la capitale libanaise et vous êtes co-autrice avec Charles Berberian qui est à vos côtés de la BD Et toi, comment ça va aux éditions Casterman. Bienvenue à vous également Charles Berberian, dessinateur, scénariste de bande dessinée. Vous participez tous les deux à la Maison de la Poésie à Paris à un concert dessiné. Yanis Hamdi, bienvenue. Vous êtes journaliste, réalisateur. Votre documentaire Alice au pays des colons est projeté au OFI-FDH, le Festival du film et Forum international sur les droits humains. C'est à Genève, en Suisse, jusqu'au 15 mars prochain. Votre film sortira en France le 22 avril. À vos côtés pour la littérature, Samira El Ayachi, bienvenue. Vous êtes écrivaine. Votre nouveau roman a pour titre Madame Bovary, Ma mère et moi. C'est aux éditions de l'Aube. Dans le titre, le ton est donné. 3 femmes, donc, Emma Bovary, Salwa et sa mère, Halima. On va voir tout à l'heure ce qui les réunit, ces femmes. Mais il y a d'abord une phrase que va s'entendre dire un jour la Salwa, c'est son médecin, qui lui dit « Quels sont vos antécédents familiaux ?» Précisément, avez-vous des antécédents familiaux? Pourquoi elle va rester muette et pourquoi ça va être un électrochoc pour elle? Bonjour et merci. Effectivement, c'est une question anodine. A priori, une question ordinaire. Quels sont vos antécédents familiaux? On s'entend dire ça très régulièrement. Mais pour une certaine partie de la population ici et pour mon héroïne Salwa, elle réalise soudain qu'elle ne sait absolument rien des écritures sur le corps de sa propre mère et toutes les femmes de sa lignée. Et ça va être le point de départ pour une enquête qui va commencer pour elle. Quelle quête? La quête de savoir qu'est-ce qui me définit, qu'est-ce qui me définit dans mon corps, quelles sont les maladies qui me précèdent. Mais ça, c'est vraiment pour, on va dire, la métaphore, mais c'est aussi cette relation mère-fille aussi qui est interrogée, les tabous, les silences aussi. C'est vraiment un prétexte pour moi pour aller interroger effectivement ce lien entre 3 femmes, entre Salwa et sa propre mère, à partir du silence, à partir d'une relation qui se fait sur des gestes, des regards, mais où on ne va pas creuser vraiment derrière pour comprendre ce lien très complexe entre une mère et sa fille. Entre mère et fille, et dès le début du livre, d'ailleurs, ces difficultés sont posées. Salwa se pense l'enfant de trop. Est-ce pour cela, d'ailleurs, qu'on ne sait pas se regarder dans les yeux? Vous dites au début du livre, vous écrivez, s'agit Elle est persuadée que sa mère ne voulait pas d'elle et qu'elle est née d'une fausse couche. Et on ne sait pas du tout ce qu'ont vécu ces femmes arrivées en France dans les années 80 avec le regroupement familial. C'est à elles que je me suis intéressée dans ce roman. Et à leur santé mentale. Et à leur santé mentale, exactement. Je me suis posé moi-même la question de ces femmes qui sont aujourd'hui en train de partir, qui ont un certain âge quand même, il faut le dire. Donc je l'ai écrit avec une certaine urgence, avec la volonté d'essayer de comprendre derrière leur silence qui elles sont et surtout d'essayer de voir quels sont nos angles morts, nous, collectifs, vis-à-vis de leur santé physique et mentale. Alors il y a le voyage au Maroc, bien entendu, le pays de votre mère. Et une fois là-bas, vous écrivez, alors en tout cas, Salwa, ma mère parle avec ses semblables, elle retrouve sa langue, sa place, son rire. Il lui manquait quelque chose, elle est redevenue entière ici. Le soir, on entend des nattes sous le soleil, le désert sans la nuit chaude et le lait. Les étoiles si proches semblent prêtes à tomber dans nos mains. Le silence, lui, n'a pas de fin. J'entends la musique de ma respiration. Ici, tout va bien. C'est-à-dire, c'est comme si la difficulté de la langue, ne pas parler, par exemple, très bien une langue, même s'il y a aussi la question des tatouages, la question de l'écriture, les tatouages, ça parle aussi. Là, quand on est au pays, ça change. Elles changent complètement de statut. Déjà, elles ont des liens dont elles ont été coupées du fait de l'exil, des sœurs, des amis. Elles ont toute une tribu dont elles sont coupées. Et aussi de façon de se soigner, de prendre soin d'elles, dont elles sont privées une fois arrivées au pays, et une fois arrivées en France, pardon. Et justement, la question que je me suis posée, c'est peut-être qu'elles ont vécu des dépressions, des postpartum, et on est passé complètement à côté d'elles. Ouais. Passer à côté d'elle. Alors la sœur de Salwa lui dit arrête de faire ta Bovary. C'est quoi faire sa Bovary? C'est aussi tout un roman qui parle d'amour, de l'illusion amoureuse dont nous parle Flaubert. Et Salwa, elle a envie de vivre. Elle va rechercher la puissance de la vie dans la littérature, dans l'écriture, dans la musique et la danse également. La danse, justement, elles entonnent la rokba, une danse folklorique marocaine. Oui, c'est ça. Je me suis rendu compte, où j'ai réalisé en écrivant que une littérature qui met en mouvement, c'est une littérature très puissante
Et c'est la même chose pour la poésie et pour l'amour. Qu'est-ce qui nous met en mouvement? Qu'est-ce qui nous fait danser? Et j'espère que ce roman donne aussi envie de danser. Et c'est aussi un acte de guérison pour les femmes, ces danses chantées collectives comme la Rokba. Peut-être, est-ce que ça vous parle? Peut-être, il y a pas dit à votre génération, le fait de ne pas connaître vraiment, y compris jusque dans l'intimité de la santé physique et mentale des mères de famille. Oui, non, bien sûr, j'ai pas lu le livre, mais juste à entendre déjà comment vous en parlez, moi, ça me touche. Cette question du déracinement aussi, elle est extrêmement importante. Et cette question du silence de nos parents, de ce qu'ils ont vécu, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu pour venir ici, on ne sait pas ce par quoi ils sont traversés. Moi, en tout cas, personnellement, je commence à peine à en parler avec mon père et je découvre des choses incroyables et horribles. Ouais. Et c'est quelque chose qui, c'est vrai, nous permet aussi à nous-mêmes de nous rattacher à notre identité et de comprendre en fait d'où on vient et par où sont passés nos parents. Et avant de passer à la BD, juste un mot, Samer El Ayachi, je parlais, alors faites preuve de beaucoup de liberté dans ce roman, en mélangeant des genres, des écritures, et juste un mot sur le tatouage, parce que tout à l'heure je l'évoquais, on n'a peut-être pas forcément compris, je l'ai dit assez rapidement, pourquoi faire intervenir le tatouage? Parce que c'est une écriture sur le corps de la mère. C'est aussi une marque d'une provenance. Et j'avais envie de rendre hommage à ces bijoux, à ces écritures qui font partie d'une beauté qui sont basées sur des critères différents. Voilà, c'est une ode à la liberté et à la beauté qu'on n'a pas su voir, mais qui a existé. Voilà donc pour ce roman Madame Bovary, Ma mère et moi, avez-vous des antécédents familiaux? Autre question qui se pose aujourd'hui dans MOE avec vous, Michel Stanjowski, puisque vous arrivez de Beyrouth et on n'ose pas vous la poser. C'est le titre de la BD. Et toi, comment ça va? Ça allait mieux la semaine dernière, disons. Déjà à l'approche de la sortie de ce livre, qui m'a fait personnellement beaucoup de bien. Déjà, j'ai dit à Charles que j'ose même pas imaginer à quoi aurait ressemblé toute mon année, l'année qui vient de passer, sans ce fameux coup de fil qu'on décrit à la page 9 de l'album. Parce que de ce projet, justement, de ce projet. Parce que le fait, d'abord, d'être dans l'action. Je suis dans l'action parce que j'écris, je dessine, j'enseigne, donc je me suis occupée quand même de mes collègues, de mes étudiants pendant les 2 mois de guerre et les mois qui ont suivi, parce que la guerre ne s'est pas vraiment achevée le jour du cessez-le-feu. Mais le fait de démarrer cette correspondance, d'abord m'a permis de dessiner, donc le dessin est un anxiolytique extraordinaire. Ensuite, d'établir une vraie conversation. Parce que la conversation, une correspondance, c'est une conversation. Charles et moi, on s'entend peut-être beaucoup sur les grandes lignes, mais pas nécessairement sur tout. Et je trouve que c'est tant mieux, parce que c'est tellement plus intéressant que d'être constamment dans la surenchère. Et de s'enfermer dans ses propres idées. Alors dans cette BD justement à 4 mains, vous qui êtes ami de longue date, vous l'avez dit, vous échangez vos points de vue sur la guerre, sur ces guerres qui dévastent le Proche-Orient depuis maintenant des dizaines d'années. Que vous a apporté à vous cette expérience, Charles Berberian? À peu près la même chose que pour Michel, c'est-à-dire que un peu de calme et de sérénité, parce que c'est ce que permet le dessin. C'est une sorte de lenteur, et d'échanger des propos sur des événements anxiogènes avec cette lenteur-là. Je trouve que c'est une chance que j'ai eue à l'occasion de cette correspondance avec Michel, et surtout d'avoir des nouvelles de ce qui se passait, non pas par les réseaux, mais directement par une personne. Vous avez coupé, vous avez débranché un peu avec les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu. C'est important de pas subir ce flot continu et indigeste des nouvelles, mais d'avoir directement des nouvelles de la part de... Et puis le dessin, cet échange de dessin, de s'entendre sur le dessin et de laisser un dessin exprimer parfois l'angoisse. Par exemple, quand Michel s'est mise à dessiner des scènes qui en photo seraient juste insupportables. Il y a des planches qui sont dures en effet, oui, mais sur la guerre, sur les corps. Le dessin apporte une espèce de dimension, alors sereine non, mais au moins philosophique. On les voit vos planches qui défilent. Ouais. Il y a quelque chose je sais pas, je trouve que le dessin a une fonction de ce point de vue-là qui est salutaire, parce qu'elle ouvre une dimension philosophique. Elle humanise la BD. Oui, pour moi c'est le dessin, mais c'est surtout la bande dessinée
Parce que dans le processus de création d'une bande dessinée, il y a à la fois le premier jet qui permet à la colère de s'exprimer, parce que moi j'ai de la colère à exprimer quand même parfois, par moments du dégoût aussi, par moments du désespoir. Bon. Mais le fait que l'exécution des dessins, ce n'est pas du dessin de presse, donc on n'en reste pas à ce premier jet. C'est un processus lent. Et dans la lenteur, il y a quelque chose de philosophique, comme tu disais, Charles, effectivement. Il y a le fait que la prise en considération de différents points de vue est capable. C'est-à-dire que le mental se calme. Vous parliez tout à l'heure d'angle mort. On en a tous énormément. On en parle d'ailleurs dans notre livre, Charles et moi. Et le dessin permet ça, dans sa lenteur. Permet d'élargir un peu, d'aérer un peu les neurones. Les neurones et l'esprit. Voilà, justement. Vous décrivez aussi les crises de panique de vos étudiants. Comment continuer à vivre, enseigner et à défendre l'art? C'est une des questions aussi qui revient. Alors, on ne l'a pas dit, mais évidemment, on parle dans votre BD des attaques du Hamas en Israël, des bombardements massifs sur Gaza de l'armée israélienne, sur les Palestiniens, la guerre entre Israël et le Hezbollah qui recommence à nouveau aujourd'hui. Est-ce qu'on peut mettre de la couleur dans une telle BD ? Je veux dire, la couleur, là on le voit sur le dessin de Michel, a aussi une manière de rendre la violence, mais aussi de rendre une espèce d'apesanteur, comme dans ce dessin-là. Pourtant c'est la même couleur, c'est-à-dire le rouge des nuages. Tout à l'heure, c'était le rouge des expressions des visages. Je trouve que une des dimensions qu'amène le dessin, c'est de montrer à quel point les choses ne sont pas très différentes. Une vie en temps de guerre, des victimes continuent à avoir faim, à avoir soif. Tout ne s'arrête pas parce que c'est la guerre. Vous êtes né à Bagdad, en Irak. Ouais. Vous avez quitté l'Irak étant petit. Il y a ensuite, vous avez des origines arméniennes. Votre vie, votre parcours familial, en fait, la guerre, elle est omniprésente. J'ai l'impression que c'est notre histoire commune, même pour ceux qui sont en Europe. Il ne faut pas oublier que la première moitié du XXe siècle, c'est un peu l'histoire qui est en train de se passer en ce moment au Proche-Orient. Et c'est là où ça me fait rire quand les Européens veulent donner des leçons de civilisation aux personnes du Sud. Quand on sait que les horreurs qui se sont passées dans la première moitié du siècle. Vous voulez dire, quand on entend dire, oui, de toute façon, ils ne s'entendront jamais, c'est toujours là, c'est pour ça qu'ils ont ces guerres. Non, mais une guerre, c'est sauvage, c'est pas beau. Et on reproche souvent cette sauvagerie aux voisins d'en face ou du Sud, et on ne regarde pas la poutre qu'il y a dans notre regard. Mais pour en revenir à votre question, je crois que on partage tous une histoire commune, qu'on soit du Nord ou du Sud. Et on se rend compte avec les événements d'aujourd'hui qu'il y a une continuité entre la Première Guerre mondiale et ce qu'on vit aujourd'hui, la chute de l'Empire ottoman et tout ça. C'est notre histoire à tous. Une histoire commune. Ouais. Et donc voilà pour cette BD. Alors je précise, on le devine un peu pour ceux qui le connaissent, le grand photographe Fouad El-Khoury. Vous l'avez rencontré à Paris, il y a des planches qui décrivent cette rencontre. Un témoin clé de ces années de guerre, ça ne sert à rien le cessez-le-feu, ça ne sert à rien de se battre. Le travail de photographe ne sert à rien. C'est quand même dit de la part d'un grand photographe, comme quoi c'est compliqué pour vous les artistes aussi, même quand on essaie d'interroger ces conflits sanglants. Voilà pour cette BD. Et toi, comment ça va? C'est aux éditions. Donc nous l'avons dit, Casterman. On va passer au cinéma avec vous, Yanis Hamdi. Vous, ce n'est pas la BD, mais c'est le documentaire que vous avez choisi pour raconter aussi ce qui se passe en Cisjordanie occupée. Ça s'appelle Alice au pays des colons. Alors vous avez choisi une femme qui s'appelle Alice Kissiya. Elle est originaire de Bethléem. Elle a la particularité d'avoir la nationalité israélienne. Et on va le voir, ça a son importance. Elle retourne chaque jour sur la terre de ses parents, qui a été confisquée par des colons israéliens protégés par l'armée israélienne. Et puis, il y a un autre portrait, c'est Alanas, qui lui refuse de quitter son village, qui est encerclé et menacé. Je précise que TV5 Monde et Blast, votre média, sont partenaires du FIFDH. Alors, on regarde la bande-annonce d'abord. احنا هون شعب بنقدر نعيش مع بعض يهود وعرب هدول حكومة عبريانيم مافيات The people they won't leave. What is threatening about divesting them on their peace. The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free.
احنا تعبنا ورحنا صدقني هذا الجبل وبيت جالك في الفترة الأخيرة بصراحة بعد 7 أكتوبر صارت الاقتحامات للبلد شبه يومي. هاي مكتوب فيها يعني الموت بالعربي. We are not. We just want to live. אנחנו לא באים מחברה פשיסטית, אנחנו באים מחברה יותר גרועה, מחברה ליברלית. כמות הסבל שחברה כזאת יכולה לייצר היא הרבה יותר גדולה. I am the king of the power. Just keep the report. Keep the report. وينه؟ هاي أرضنا. I was the most Zionist fucking person you can imagine. Then I realized what the fuck is going on. Alice au pays des colons, Yanis Hamdi, comment avez-vous rencontré Alice? Ça s'est fait par l'intermédiaire en fait de jeunes Israéliens qui eux luttent aussi contre la colonisation en Cisjordanie occupée, avec qui j'étais en contact et qui m'ont dit qu'il y avait donc cette jeune femme dont le terrain a été pris par des colons israéliens et qui le jour en fait où j'arrive et je la filme, elle est en train de se battre avec les colons, je la découvre à ce moment-là. C'est comme ça que j'ai rencontré Alice. Et pour Allah, c'est autre chose, c'est des amis en commun à Naplouse où j'ai pu faire sa connaissance. Il m'a tout de suite invité chez lui, à dormir chez lui. Et puis en passant du temps avec lui et ses amis, je me suis dit qu'il fallait que je sorte la caméra aussi et que je filme ça. Et on va parler d'Al Nasr. Restons juste sur Alice parce qu'on va voir qu'il y a aussi un parallèle et deux formes de résistance différentes. Qu'est-ce qui rend si forte cette femme, Alice? Alors Alice, c'est très particulier. Bon, déjà, c'est une chrétienne palestinienne. Au-delà de ça, elle a la nationalité israélienne. Et donc, si vous voulez, Alice, du fait qu'elle ait la nationalité israélienne, il y a toute cette propagande qui est mise en place par le gouvernement israélien de dire que ce qu'on appelle les Arabes israéliens, un terme qui veut rien dire, c'est comme si moi je disais que j'étais arabe français, ça n'a pas de sens. Mais ceux qu'on appelle les Arabes israéliens vivent très bien en Israël. Or, elle a la nationalité israélienne, sa mère a la nationalité israélienne. Et force est de constater que les colons s'installent quand même et lui volent son terrain. Alice, du fait toujours de sa nationalité israélienne, est allée en justice pour récupérer sa terre. Elle a gagné 3 fois. 3 fois, on a demandé aux colons et à l'armée de laisser son terrain et qu'elle puisse le récupérer. Devant la justice israélienne. Devant la justice israélienne. Et encore aujourd'hui, elle n'a toujours pas récupéré son terrain. Il y a cette phrase, je n'utilise pas la violence, pas d'armes, j'utilise mon cerveau, ma parole est la manière la plus puissante pour combattre. Alors, qui sont ces soutiens? Vous avez évoqué des pacifistes israéliens notamment. Qui sont celles et ceux qui l'entourent? C'est ça, c'est une frange très minime quand même de la société israélienne, il faut le dire, mais qui sont là importants. C'est beaucoup de jeunes qui ont décidé de se joindre à Alice, qui sont si vous voulez, qui sont contre la colonisation, qui voient très bien ce qui est en train de se jouer actuellement en Cisjordanie. Il faut le rappeler que la Cisjordanie, c'est quand même l'objectif principal aujourd'hui du gouvernement israélien, ce qu'ils appellent, eux, la Judée-Samarie. C'est un objectif biblique, enfin, on ne va pas revenir là-dessus, mais voilà, il y a une colonisation extrêmement intense là-bas, et donc il y a ces jeunes Israéliens, elle est aussi quand même joints par des Palestiniens, donc ce qu'on appelle les Palestiniens de 48, ce sont ceux comme Alice qui ont la nationalité israélienne. Et tous ensemble, voilà, ils luttent face à l'armée et aux soldats. Ce qui est important, c'est qu'Alice, elle est protégée aussi quand même par cette nationalité. Ouais, alors que lui, Al Nasr, qui choisit la résistance passive, lui aussi, enfin pacifique, mais lui passive, il fait du cerf-volant, entre guillemets, notre rêve pour entrer et sortir, dit-il. Il y a les oliviers incendiés, il y a toute cette symbolique aussi, l'enracinement à la terre. Lui, c'est plus risqué parce qu'il n'a pas cette nationalité. C'est exactement ça, parce qu'il n'a pas cette nationalité israélienne. Si on rentre dans les détails, on sait que Alice, elle est en zone C, Allah, il est en zone A, donc c'est le fameux démantèlement de la Cisjordanie par les accords d'Oslo. Et ce qui est paradoxal, c'est que la zone A, c'est la zone qui est administrée militairement et politiquement par l'autorité palestinienne, là où les colons s'installent quand même. Et si un colon demain tue un Palestinien, eh bien, il ne peut rien lui arriver à ce moment-là, puisque les Israéliens vont dire « mais regardez, ça s'est passé sur votre territoire, non, on ne peut rien faire ». Donc en fait, Allah, toute la journée, il risque sa vie, parce qu'il y a, lui, son village, Madama, qui est au nord de Naplouse, est entouré de 2 colonies. Et donc, les colons font souvent des incursions.
Et je le montre aussi dans le documentaire. À un moment, on se rend à l'enterrement d'un jeune homme dans un village à côté. Tous les jours, en fait, les colons arrivent et peuvent vous tuer et ça n'a aucune conséquence pour eux. Et vous avez filmé donc, vous aussi, avec certains risques et parfois avec des lunettes, avec une caméra. Quand j'étais dans les territoires avec Allah, je ne pouvais pas utiliser ma caméra trop souvent, surtout face à l'armée et face aux colons. Donc ce que je faisais, c'est que j'utilisais des lunettes pour filmer les passages, notamment sur les checkpoints. Alice au pays des colons, sorti en France le 22 avril. Direction Tunis à présent, où comme chaque année, la Médina de Tunis s'anime au rythme de la culture et de la création artistique. Et pour cette 42e édition en plein Ramadan, le Festival de la Médina transforme des espaces historiques de la ville en scène, vous allez le voir, vivante. Musique, tradition, modernité aussi, qui se rencontrent. Reportage à Tunis de notre correspondante Mabrouka Kedir avec Antoine Delpierre. Pendant plus de 3 semaines, chaque ruelle de la Médina se transforme en scène vivante. Ce soir-là, la chanteuse Amel Zdiri retrouve son public pour un spectacle qui mêle chant lyrique, sonorités orientales et piano contemporain, offrant un pont entre passé et présent. Quand j'ai commencé à chanter, d'ailleurs l'endroit, ça donne vraiment un aspect très spirituel. Et du coup, j'étais vraiment dans un autre monde et c'était vraiment énorme. Je me suis sentie justement dans un cadre hors la réalité. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais oui. Accompagné de musiciens tunisiens et du compositeur suisse Simon O, entre tradition et modernité, l'ensemble incarne l'esprit du festival, faire vivre la Médina à travers l'art et le dialogue interculturel. J'ai trop aimé le spectacle. Enfin, j'ai adoré la musique, les sensations. Enfin, on dirait qu'on est dans un autre espace. L'espace, il est tellement magnifique. Il va absolument avec le vibe. Et Amel, elle était formidable. Depuis sa création, le Festival de la Médina est devenu un rendez-vous incontournable du Ramadan. Le festival a été créé justement pour mettre en valeur la Médina et les lieux qui existent dans la Médina, c'est-à-dire les Dars, qui sont les grandes maisons de la Médina de Tunis. Et c'était pour attirer le public vers la Médina qui a été un peu... qui s'est éloigné de cette Médina vers les quartiers modernes, nouveaux du Grand Tunis. À travers 30 représentations allant de la musique classique au chant traditionnel, les espaces historiques de la ville de Tunis se trouvent ainsi réinvestis le temps du festival jusqu'au 15 mars prochain. Voilà pour Tunis. Place maintenant au coup de cœur de nos invités, c'est notre séquence atmosphère. On commence avec vous, Samira El Ayachi. Vous avez choisi de la musique avec le duo Trap Thérapie. Qu'est-ce qui vous plaît chez ces artistes ? Déjà, ils sont lillois. Et puis, ils nous entraînent dans une musique fusion, électro, rap, très joyeuse, mais aussi engagée. Et ils nous montrent que la lutte peut être aussi et doit être inscrite sur les territoires, mais joyeuse aussi. Joyeuse aussi. On a bien entendu, d'abord parce qu'ils sont lillois. Voilà, on salue toutes celles et ceux qui nous regardent dans le nord de la France, notamment. Charles Berberian, Michel Stanjowski, vous avez choisi la pièce de théâtre « Quand j'ai vu la mer » d'Ali Charo, dont on a déjà parlé. Un mot peut-être sur cette pièce de théâtre. 3 femmes éthiopiennes libanaises dans un Liban en proie aux bombes. À quoi tentent-elles d'échapper ? Elles sont incroyablement opprimées, mais elles ont une liberté folle en même temps. Elles sont à la fois très puissantes et très fragiles. Et on sent ça de façon organique, je dirais, dans la pièce. Et elles tentent notamment d'échapper au système de la kafala, qui soumet les travailleuses migrantes notamment à une forme d'esclavagisme. Oui, qui sont soumises, entre autres, au système de la kafala, qui est contre lequel beaucoup de gens se battent au Liban depuis plusieurs années. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des dérives terribles, vraiment terribles. Et c'est une belle pièce de théâtre, effectivement. Très belle. Il y a la voix magnifique de Lina Dib aussi, qui est sur scène et qui est à la fois fragile et incroyablement forte. Quand j'ai vu la mère d'Ali Charour, Yanis Hamdi, vous avez choisi un livre, celui de Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre. Pourquoi faut-il lire ce livre si on ne l'a pas encore lu ?
Parce que tout simplement, quand je suis revenu de Cisjordanie, je l'ai réouvert parce que je l'avais déjà lu avant. Et ça m'avait frappé à quel point il était d'une justesse incroyable sur le colonialisme et les mécanismes en fait psychiatriques et psychologiques que ça engendre aussi bien chez les colons que chez les colonisés. Et d'amener de la terre, c'est une description parfaite aujourd'hui de ce qui se passe notamment en Palestine, mais qui peut aussi nous aider à comprendre ce qui s'est passé en Algérie. Enfin, tout ce colonialisme-là, c'est juste d'une justesse incroyable. Publié en 1961, préfacé par Jean-Paul Sartre. Voilà pour ce coup de cœur, Les damnés de la terre de Frantz Fanon. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir échangé sur notre plateau. Merci à vous d'être fidèles à MOE. Retrouvez-nous quand vous le souhaitez sur notre plateforme TV5 Monde Plus. Et à la semaine prochaine sur TV5 Monde avec grand plaisir pour un nouveau numéro.